polysémique. Ok? 2. Qui incarne Mahat? Qui incarne Mahat? Là, c'est la déesse Mahat. La déesse Mahat. Pourquoi on ne lui rend jamais de culte? Pourquoi on ne lui fait pas d'offrande? Pourquoi il n'y a aucun temple de Mahat? Parce que Mahat est intrinsèquement incorruptible. Ce qu'il faut faire simplement, c'est tu poses ton cœur, on met la plume et on pèse. Tu ne dois pas peser sur Mahat. Tu dois peser ton cœur. Et c'est le poids des actions. Ou plutôt, l'empathie dont tu as fait preuve en agissant. Vis-à-vis même du plus faible. Vis-à-vis de l'animal. Parce que la présence de Dieu, ça se voit au niveau des faibles. C'est quand tu es enfant des faibles qu'on sait que tu es un homme de Dieu ou pas. La manière dont tu traites un mendiant, la manière dont tu écrases un insecte, c'est là où tu payes cher là-bas. L'incarnation de Mahat. Il est remarquable que ce soit une de nos mamans, une femme, qui a incarné Mahat, pas un homme. Pourquoi? La dernière chose. Nous voulons créer une société où il fasse bon vivre. Où les Africains vont vivre sans mendier. Où les Africains vont s'éduquer et être au sommet du savoir. Où les Africains vont se soigner et vivre longtemps. Cette société, on va baser ça sur quoi? Autrement dit, quel est l'idéal affirmé de notre projet de société et de civilisation? Notre réponse s'appelle la mahaticratie. Ce n'est pas la démocratie. La mahaticratie. De quoi la mahaticratie est-elle le nom? La mahaticratie est une méritocratie, pas une médiocratie. C'est une médiocratie que Biya fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que après avoir fait une table ronde, où nous allons le faire à guichet fermé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je rallie la quasi-totalité des suffrages, ayant pris moi-même la tête du Kemetic Power. Donc, j'ai pris la tête. Ça veut dire quoi que j'ai pris la tête? Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, toute directive qui n'émane pas de Kofi Rekmire doit être tenue pour sans objet. Ce n'est même pas la peine de perdre votre temps. Nous allons prendre le pouvoir. Mais le pouvoir que nous allons prendre sera d'abord un pouvoir sur nous-mêmes. On ne nous contrôle pas nous-mêmes. Nous sommes en fait des possessions de la France. Et nos pays sont des enclos que la France exploite après toutes les souffrances de nos ancêtres. Donc, le véritable pouvoir, c'est le pouvoir qu'on a sur soi-même pour se transformer. Et je terminerai en disant que l'Africain est un être qui est inapte au changement révolutionnaire parce qu'il est lui-même malade. Et si je dois dire en un mot la maladie dont l'Africain souffre, je la caractériserai par le besoin de tutelle du blanc. Donc c'est l'esclavage mental. Fondamentalement, les élites africaines qui sont les plus malades en fait, ce n'est pas les paysans. Les élites africaines souffrent du syndrome de Stockholm. Ils ont un dépit amoureux pour le bourreau. Ils aiment ça. Ils aiment les coups de fouet. Donc, ceux qui en ont assez des coups de fouet, ceux qui en ont assez que l'Occident mette son genou sur le cou de l'Afrique, ce sont eux qui vont aller vers la voie de la guérison. Il faut une trithérapie. La première thérapie sera une drogue dure.
peu de gens sont capables d'assumer, vu notre état. Et c'est la rupture avec la vision du monde de l'Occident, avec la culture de l'Occident, avec les langues de l'Occident, avec les valeurs spirituelles de l'Occident. Tout ça, très peu d'Africains sont prêts. Très peu d'Africains peuvent dire je n'ai rien à perdre en rompant avec le maître pour lequel j'ai un dépit amoureux, malgré tout. La deuxième solution, c'est ce qu'on appelle la distance sociale et sanitaire. C'est-à-dire qu'avec l'Occident, il faut qu'on fasse une distance, c'est-à-dire une autarcie, pendant un temps, pour voir tout ce dont nous souffrons, qui est ce mal-être de la civilisation blanche. Le mal-être dont souffre la civilisation occidentale. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la drogue douce amère. La drogue douce amère, c'est... On ne peut pas prendre la distance tout de suite. Mais on récupère tout ce que nous avons comme fruit de notre travail. Tout ce qu'on nous a volé. Et on crée un lobby. En produisant ce qu'on consomme et en consommant ce qu'on produit. Au moins ça. On ne peut pas dire que les Pakistanais, les Sri Lankais, se portent plus mal que nous. Or, c'est hier qu'ils sont venus vendre des cacahuètes, on a vu. Aujourd'hui, ils ont des immeubles. Personne ne dort dehors. Des choses comme ça. Pourquoi nous, on n'est pas capable alors qu'on est là depuis des siècles? C'est à cause de la maladie dont je vous ai parlé là. Maintenant, là, Fio, Hôtel, viens. Bon, maintenant, ce que je veux, donne le sac là, le cartable, attaché. Comme je fais des progrès, j'ai des attachés quasi maintenant. Hein, Zafio, donne seulement. Tiens-le. Je commenterai juste ce document qui est donc Science et Univers numéro 36. Donc comme vous le voyez, le titre c'est Notre civilisation peut-elle s'effondrer? Le titre du dossier. Donc, il y a une science que l'Occident n'avait pas sortie ces dernières années. Cette science s'appelle collapsologie. C'est la science de l'effondrement. La science de l'effondrement. Mais ils ne se contentent pas de poser la question. Ils disent quel scénario après l'effondrement? Et enfin, un monde plus harmonieux est-il possible? Très brièvement, je voudrais vous dire ceci. Pour que vous compreniez bien que le problème, ce n'est plus nous qui le disons. C'est eux-mêmes. Eux-mêmes. Voilà. Ils ont dit, l'Occident doit élaborer une théorie de son propre effondrement. L'Occident doit élaborer une théorie de son propre effondrement. Une collapsologie occidentale. Tu vois, moi j'ai dit, bon, c'est bien. Ensuite, ils disent, voici les signes avant-coureurs de notre effondrement. C'est eux-mêmes, c'est pas moi. Donc, les marqueurs de l'effondrement. 1. Crise climatique. On a détruit et déréglé le climat. Eux, ils disent qu'ils ont fait. C'est pas, ils n'ont pas dit les nègres. Ils disent... 2. Crise environnementale. On a détruit la nature à force de l'exploiter. Il n'y a même plus de réseau forestier dense. Crise de la biodiversité. On a tué tous les animaux. Les éléphants pour leur défense. D'autres éléphants. On est en train de vider les mers. Il n'y a plus de baleines. Il n'y a plus de... Voilà, de crustacés. Crise sociale. C'est-à-dire, ils disent, nous avons pris des milliards. Eux-mêmes ont dit, ils ont pris 100 000 milliards pour les 6 derniers mois dans le monde.
en Amérique du Sud, en Afrique, ceci, cela. Mais ils ne redistribuent même pas 1% à leur propre population. Tu vois? Et après, les gens vont dire que c'est parce que les migrants viennent qu'eux, ils n'ont plus de boulot. Or, eux, ils volent, ils ne donnent pas au leur. Crise sanitaire. Crise sanitaire. Ils ont dit, d'habitude, les virus vont en Afrique. Voilà maintenant que les virus viennent chez nous. On fait comment? Panique. On ferme même des cafés, des tabacs, parce qu'il y a eu un virus. Mais nous, on en a reçu 1000. Il y a même des virus dont le nom m'échappe même. Chikungunya. Il y a même un autre qui s'appelle le virus du Nil. Le virus. Et là, ils ont dit, comme l'Afrique a été épargnée, on ne sait pas pourquoi, nous allons leur envoyer des vaccins. Bien. Maintenant, ils donnent les 3 scénarios. Tu vois, non? Il y a un scénario qu'on appelle un effondrement en cascade. C'est-à-dire qu'ils disent que, en fait, ils sont déjà effondrés. Mais c'est en cascade. Mais j'ai oublié avant, un effondrement progressif. Donc ils disent eux-mêmes qu'ils n'ont pas 30 ans encore. C'est fini. Qu'à partir de maintenant, il faut commencer à voir comment on fait après. Et pour la première fois, il dit qu'il faut faire ça avec les Chinois. Il faut faire ça avec les nègres. Il faut faire ça avec les races inférieures. Tu vois. Donc c'est progressif. Maintenant, en cascade, ça veut dire que une fois que la base se dérobe, ça tombe. On appelle ça château de cartes. Et puis voilà ce qu'ils disent. Voilà, un effondrement apocalyptique. C'est quoi un effondrement apocalyptique? Ils disent la race blanche va disparaître. Et va être noyée dans un métissage sans fin. Et à partir de là, les peuples de couleur vont se retrouver pour partager les biens de l'Europe. Mais quel bien l'Europe a? Eux-mêmes disent qu'ils vont prendre chez nous. Quel bien l'Europe a? Moi, je connais le bien commun de l'humanité. La terre appartient à tout le monde. C'est par égoïsme que nous disons, ce pays s'appelle États-Unis, tel pays, alors que c'est le pays des Amérindiens que vous avez tués. Donc, en fait, ils sont rattrapés par leurs propres crimes. Mais le truc le plus important, c'est ça. Après l'effondrement, un autre monde est-il possible? Et ils disent que, c'est eux qui disent, c'est pas moi, que le professeur Assmann de l'université de Heidelberg, qui est l'égyptologue le plus en vue en Europe, a répondu que c'est la maths. Ok. Le professeur Assmann a dit que c'est la maths. Il faudra fonder la civilisation après l'effondrement sur la maths. Eh bien, j'ai terminé en disant que il me tarde que moi-même, je puisse, avec le professeur Assmann, avec le professeur Obenga, etc., préparer ce que je peux appeler le sauvetage du soldat Ryan. C'est-à-dire qu'il faut sauver l'Europe. Aujourd'hui, je me mets au service du sauvetage de Babylone. Il faut sauver Babylone. Ou plutôt, il faut sauver ce qui peut être encore sauvé. Et eux, ils disent que c'est la maths. Ce qui veut dire que le dernier mot revient encore à la civilisation africaine. Hotep. À dimanche. Tous les Africains sont invités. Il doit y avoir ce que j'appelle une affluence record. Voilà. Parce que dès que je vous appelle, vous-même, vous savez que c'est pour la bonne cause. Hotep. Je remercie les personnes qui sont restées à une heure aussi tardive et qui nous ont accompagnés de ce que je peux appeler leur patience et leur diligence. Je remercie le frère de combat, Jules Ngagne, pour la couverture médiatique de l'événement. Je remercie le frère de combat, Dogo Nenge Nzafio, pour la maîtrise technique. Je remercie le frère de combat, Narmer Nzeo, pour la gestion efficace de l'entreprise Tameri. Hotep. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. C'est dommage pour...